pour ce nom qu'il a proposé. Lucie Casté, pour aller à Matignon, 37 ans, haute fonctionnaire. Mais qu'en pense Emmanuel Macron? On va l'écouter et on va faire réagir Éric Coquerel juste après. Ce soir, le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Casté. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Bonjour Éric Coquerel, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes président La France Insoumise, nouveau Front populaire de la Commission des Finances. On a entendu Emmanuel Macron qui dit le sujet c'est pas le nom. Qu'est-ce que vous lui répondez au président de la République? Il était dans le délit démocratique, hier il a ajouté la médaille d'or du mépris, quoi. Il n'a même pas eu l'élégance de citer le nom de Lucie Casté, qui est la première ministre proposée par la coalition majoritaire dans ce pays. Je trouve que c'est indécent. Bon. Il a refait l'histoire. Alors, à l'entendre, le Rassemblement national a quasiment gagné l'élection. Il l'a redit plusieurs fois, c'est le premier parti, qu'importe que, de manière évidente, c'est le nouveau Front populaire qui a gagné ces élections, au point où on se demande si finalement c'est pas ce qu'il aurait souhaité. Il nous explique que le Front populaire, le Front républicain, tout d'un coup, il le transforme comme une majorité politique. Bon, chacun sait que c'était un barrage que nous avons mis en place. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons initié, un barrage démocratique, républicain, et qu'en aucun cas, il peut porter un programme. D'ailleurs, quel programme porterait-il? Le chef de l'État dit personne n'a de majorité pour un programme, alors donc je continue le mien. Bon. Et troisième aspect, il refait aussi l'histoire, parce qu'il a une lecture de la semaine dernière, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, fort paradoxale. Il nous explique certes que notre candidat André Chassaigne a été battu, mais je vous rappelle qu'il a quand même été battu avec 2 voix du Rassemblement national, plus 17 ministres qui normalement n'auraient jamais dû voter, puisque la Ve République propose une séparation des pouvoirs stricts. Ils sont démissionnaires. C'est ce qu'il a des missionnaires peut-être, mais normalement, il n'aurait jamais dû voter sur le principe. D'accord? Donc, avec 13 voix d'écart. Mais quand on a élu le bureau, aujourd'hui, de l'Assemblée nationale, qui, quelque part, est l'exécutif de l'Assemblée nationale, il y a une majorité absolue, nouveau Front populaire. Quand j'ai été élu président de la Commission des Finances, contre un espèce de coup tordu où les députés de M. Macron, contre tout usage, ont participé au vote pour élire le président de la Commission des Finances, qui est dans l'opposition, alliés aux Républicains. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'ils n'y sont pas parvenus, ils n'ont pas de majorité. Donc il y a une seule majorité sortie des urnes, et M. Macron ne peut pas continuer comme ça à tergiverser, avoir une espèce de mise en sommeil de la démocratie de la République. Il doit appeler Lucie Casté, qui est la candidate que nous proposons, sur et Lucie nous permettre de Casté, gouverner. est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses, parce que tout ça c'est quand même fait dans la douleur, c'est un nom qui vient des socialistes. Pourquoi est-ce que vous avez fini par accepter? Alors, c'est pas qu'on l'a accepté, c'est qu'on a été convaincus, et de manière positive, que c'était la bonne candidate. La douleur, je trouve que c'est marrant. On a eu le sentiment, en tout cas. Oui, le sentiment, mais il a été peut-être que pour vous, c'était facile. Non, c'est pas que c'était facile, mais entre-temps, entre le moment où nous avons gagné ces élections et le moment où nous avons trouvé le nom de notre Premier ministre, je vous rappelle que nous avons eu quand même une succession de réussites. On nous disait le nouveau Front populaire, c'est fini. Bon, au deuxième tour, on dit il va éclater. Certains vont vouloir partir vers une coalition avec les Macron. C'est pas ce qui s'est passé. On nous disait ils n'y arrivent pas. En fait, en réalité, ils sont divisés. Bilan, on se présente à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une voix qui manque à nos candidats. Pas une seule. Et on montre qu'on est le bloc majoritaire. Et enfin, on a trouvé, effectivement, mais c'est normal qu'on mette du temps à trouver le nom d'une première ministre de la 7e puissance économique au monde. Ça ne se trouve pas comme ça. Surtout que nous avions effectivement les uns les autres certaines conditions, et finalement le nom de Lucie Casté, je termine là-dessus, ce n'est pas un nom par défaut, parce que les 4 formations ont exprimé un avis favorable. Elles n'ont pas juste dit... C'est assez rare pour le souligner. Mais un avis favorable, parce que quelque part, elle est la personne, j'allais dire, peut-être pas idéale, il y aurait pu y avoir d'autres responsables politiques, mais en tout cas la personne qui faisait consensus, qui nous assurait qu'elle allait appliquer notre programme de rupture, c'était ça pour nous le critère essentiel. Ce qui est surprenant, après ce que vous avez dit à la France Insoumise, savoir quelqu'un qui ne vienne pas de la société civile, là, même si elle est hybride, elle vient plutôt de la société civile, et puis c'est plutôt un profil social-démocrate. Ça veut dire que vous avez fait des concessions, vous, par rapport à votre ligne de conduite initiale. Alors, sur le profil social-démocrate, je pense qu'elle serait assez amusée de cette définition, mais qu'importe, on va mettre ça de côté. Mais bien sûr qu'on a fait des compromis.
pour trouver un accord, pour faire des compromis. Alors, Monsieur Coquerel, vous faites des compromis. Justement, là, vous avez un programme qui est là. On n'a pas fait de compromis avec notre programme. Alors, justement, c'est la question. Vous avez un programme. Est-ce que la règle, c'est toujours le programme, rien que le programme, rien d'autre que le programme, la définition que Jean-Luc Mélenchon a donnée le 7 juillet au soir, ou alors vous êtes conscient que vous avez une majorité très relative et qu'il faut, pour faire passer des textes dans l'intérêt de votre programme, plutôt faire des compromis avec d'autres partenaires pour justement aller dans le sens, pour reprendre ce que dit François Ruffin, avancer dans le sens des gens qui ont voté pour vous. Oui, François Ruffin qui hier traitait le reste de la gauche de nul, vous voyez, la preuve elle n'est pas si nulle. Hein, d'accord, je fais juste observer, attention, comme ça aux critiques, quand on est à l'intérieur d'un cadre, de le faire de l'extérieur, je trouve ça moyen. Et la preuve, on a infirmé ce pronostic. Il dépasse les bornes, on a infirmé ce pronostic. Donc, je réponds à votre question. Qu'est-ce que ça veut dire tout le programme ? Ça ne veut pas dire que c'est une table de la loi où on est absolument sûr de faire l'entièreté du programme, de l'appliquer. On sait qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bien. Ça veut dire qu'on s'engage, j'allais dire, sur la logique globale de ce programme. Elle a une logique. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas le séparer. La logique, c'est le partage des richesses. C'est le fait de pouvoir dégager des marges à la fois pour les grands travaux en matière écologique, d'éducation, de santé, tout en augmentant les salaires et en relançant l'activité économique, plus le fait de revenir aussi sur des lois racistes, sur des lois sécuritaires qui ont été adoptées. Voilà un peu la logique que nous présentons. Donc, les compromis qu'on peut trouver à un moment donné, c'est pas avec des partenaires qui n'existent pas, qui affadiraient notre programme. C'est un programme de rupture. Mais par contre, devant l'Assemblée nationale, et nous l'avons toujours dit, je crois que je l'ai dit ici la semaine dernière, si nous arrivons devant l'Assemblée nationale, que par exemple nous proposons une taxation sur les superdividendes avec un certain seuil, et que pour dégager une majorité, parce que je sais qu'il y a une majorité disponible pour ce genre de loi, il faut légèrement baisser le seuil. Bien sûr que nous écouterons, bien sûr que nous sommes prêts, quelque part, à essayer de faire en sorte que de dégager des majorités à partir du moment où nous ne remettons pas la logique de rupture de notre programme. De ce point de vue-là, je pense que la vie parlementaire peut en être aussi revivifiée, contrairement à ce qu'avait fait M. Macron pendant 2 ans, où c'était son programme pour lequel, il n'avait pas été élu, et il a essayé de l'imposer contre les Français, les syndicats et l'Assemblée nationale. Un mot, tant qu'on parle de programme sur le Rassemblement national qui va avoir la première niche parlementaire, c'est la tradition, parce que c'est le groupe en tête, et donc il va proposer en premier le texte sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ce qu'on lit par exemple dans les colonnes de l'Opinion ce matin, c'est que le RN veut court-circuiter la gauche. Sur le papier, c'est vrai que vous vouliez la même chose. Hier, vous avez dit on va déposer une proposition de loi, donc finalement ça ne se fera pas par décret, puisque ça ne peut pas se faire par décret. Est-ce que vous allez travailler main dans la main avec le Rassemblement national là-dessus? Attendez, mélangeons pas tout. Proposition de loi peut jamais être par décret, c'est une initiative parlementaire. Je sais, mais vous disiez que vous alliez abroger la réforme des retraites par décret. Je dis que vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas possible. Non, pas du tout, madame. Ce que je vous dis, on l'a entendu à plusieurs reprises. Mais je vous explique, comme ça vous allez écouter très clairement les choses. Ce que nous avons dit, c'est que si c'est un projet de loi pour vos téléspectateurs comprennent, c'est un peu compliqué, mais c'est quand c'est le gouvernement qui est à l'initiative. Ce projet de loi, il y avait 2 manières de le faire passer sur les retraites. Dans l'urgence, on pouvait effectivement faire passer un décret qui n'abrogeait pas la réforme et qui permettait qu'elle ne s'applique pas aux gens nés avant 1968. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il était possible d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour un projet de loi sur l'abrogation, parce qu'il y a une majorité de députés, en réalité, qui se sont présentés ainsi devant les électeurs. Bien, ça, c'est une chose. Si nous ne gouvernons pas, vous avez compris que je souhaite l'inverse à la rentrée. Bien, dans ces cas-là, il y aura une séance extraordinaire décidée par nous et nous ferons un projet de loi. Si c'est une proposition de loi, eh bien, le groupe France Insoumise, effectivement, a fait cette proposition hier pour qu'elle puisse être majoritaire à l'Assemblée. Et moi, la preuve que ce que je disais était vrai il y a quelque temps, il y a une majorité pour la voter à l'Assemblée. Et alors j'ai remarqué la question de la niche. Nous avons dit que nous ne votons pas les textes du RN. Nous l'avons dit et nous continuerons pour ma part. Même si vous proposez la même chose. On verra bien si c'est la même chose. Est-ce que vous avez regardé comment nous finançons la retraite dans notre proposition là? Je ne crois pas que ça soit ce que propose, notamment avec une taxation sur les dividendes, une augmentation légère des cotisations, etc. Je ne pense pas que ça soit la même chose que propose le Rassemblement national. Mais qui plus est, figurez-vous que la nouvelle composition de l'Assemblée, où le bureau, nous sommes majoritaires, où à la conférence des présidents, il n'y a plus non plus une majorité comme ça, macroniste, qui peut décider. Il y a aussi d'autres manières de faire venir une proposition de loi à l'Assemblée et de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc nous verrons comment, si on ne peut pas procéder ainsi.
Éric Coquerel, on a bien compris que dans la période qui allait venir, vous n'allez pas tendre la main à d'autres partenaires pour constituer une coalition. Vous restez il n'existe pas. Si, il y a des... Enfin bref, vous restez sur vos bases. Des informations sur des partenaires qui appliqueraient le programme de rupture du... Non, mais qui appliqueraient... Ouais, on va pas... Vous êtes resté... Vous êtes droit dans vos bottes. Si d'aventure, dans 3 semaines, 1 mois, le président de la République ne se tourne pas vers vous et qui décide un autre... Il faudrait bien qu'il nomme un Premier ministre, un autre gouvernement, plus de la droite. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, on voit bien ce qu'il essaye de faire, déjà. En fait, en réalité, le Front républicain, il sait très bien que c'est une fiction politique. C'est un barrage républicain, ça c'était important, mais c'est une fiction en termes de propositions positives. Il n'y a pas un programme commun, aujourd'hui, d'un Front républicain. Donc, on voit bien qu'il vise la droite, quoi. Si possible, peut-être avec le soutien de l'extrême droite. C'est peut-être ça, la manière dont il imagine gouverner. Bon, pour l'instant, ce que j'entends de la part de M. Wauquiez et de M. Retailleau, c'est qu'ils n'entendent pas être dans une majorité gouvernementale. Et qui plus est, même s'ils l'étaient, je vous fais remarquer que ça ne leur donne pas une majorité à l'Assemblée. La preuve, ils étaient associés ensemble pour faire en sorte que je ne sois plus président de la Commission des Finances. Ils ont raté leur objectif. Donc ça ne lui assure même pas de majorité. Mais c'est un peu ce qu'ils visent. On verra bien à la rentrée s'il l'obtient. Moi, je ne crois pas qu'il l'obtiendra. Voilà, je ne crois pas qu'il aura une majorité pour faire passer ses textes. S'il n'a pas de majorité pour faire passer ses textes, il y aura une motion de censure. S'il y a une motion de censure, je pense qu'elle peut être majoritaire. Si elle est majoritaire, il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée possible avant 1 an, vous le savez. Et là, très franchement, il deviendra de plus en plus difficile. Et j'espère qu'il y aura des mobilisations sociales pour le pousser à ce résultat, de ne pas nous appeler à gouverner le pays, parce qu'encore une fois, c'est nous qui sommes majoritaires dans ce pays. C'est nous qui sommes... Et là, la stratégie de la France Insoumise, ou du Front de Gauche, mais plutôt de la France Insoumise, c'est quoi ? C'est de demander le départ d'Emmanuel Macron ? C'est une présidentielle anticipée si vous faites ce constat de blocage définitif ? Il y a un moment donné, s'il conduit le pays dans l'impasse, hier, il a une phrase étonnante, il commence à dire « j'ai dissous l'Assemblée parce qu'elle ne représentait plus la société ». Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui ne représente plus la société, très sincèrement. S'il y a bien quelqu'un qui a été battu, c'est Emmanuel Macron. Enfin, hier, on l'entendait, on a l'impression qu'il était le vainqueur. Mais enfin, je le rappelle à la réalité. Non, il a quand même, il a admis qu'il a dit la majorité a perdu. Oui, mais enfin, il a dit mot pour mot. Front républicain, et on sait que son Front républicain, ça serait continuer son programme. Bon, bref. Donc, manifestement, s'il conduit le pays dans la passe, c'est-à-dire si l'Assemblée est paralysée, il ne peut plus gouverner ce pays, et qu'il refuse de nous appeler à gouverner, là, effectivement, la solution, ça sera sa démission. C'est l'espoir de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un moment donné, il ne peut pas comme ça contraindre le pays. On n'est quand même pas tout à fait dans une monarchie, même si lui a parfois des aspirations monarchiques. Donc, de ce point de vue-là, oui, je crois que se posera la question soit de se soumettre, soit de se démettre. Et se soumettre, quand je dis se soumettre, c'est pas se soumettre au nouveau populaire, c'est se soumettre au suffrage universel, voilà, qui est comme la base de notre République. Vos partenaires vos partenaires du Front populaire sont sur la même ligne que vous. C'est plutôt la stratégie de Jean-Luc Mélenchon d'avoir une présidentielle anticipée. Nos partenaires posent exactement, ils le disent peut-être pas avec les mots, mais ils posent exactement la question qui est posée là. Bon, auquel s'ajoute d'ailleurs, j'aurais quand même le signaler aussi qu'on est dans une crise de régime terrible, parce que ce qui est en train de se montrer, c'est que la Ve République, elle est à bout de souffle. Elle nous paralyse et elle nous met comme ça dans les mains d'une seule personne qui, à un moment donné, peut dire il y a eu une élection, et ben on continue comme avant, et je n'ai rien vu ni connu. Il y a les Jeux Olympiques, on fait une trêve olympique, etc. Enfin, c'est insupportable. Il n'y a pas une démocratie dans le monde où c'est comme ça. J'ai une question sur le Front républicain dont vous parliez, qui a été évoqué par Emmanuel Macron, et donc cette potentielle coalition qui irait de la gauche, mais sans la France Insoumise, jusqu'à la droite, sans le Rassemblement National. Je dis ça parce que je pense à Gérald Darmanin, ce qu'il disait dans les colonnes du journal du dimanche, ce week-end que vous avez dû lire. Il fait un appel du pied à la gauche quand même, avec un SMIC à 1 600 €, ce qui est assez étonnant venant de Gérald Darmanin. Et il dit, moi en gros, mon objectif, ce serait de parvenir à séparer la gauche et puis la France Insoumise. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire peut tenir dans ces conditions ? Oui. D'abord, son objectif, en fait, quand il dit séparer France Insoumise, il faut bien comprendre, c'est que la gauche ne soit plus sur un programme de rupture. C'est ça qu'il dit. Parce que M. Darmanin fait aussi partie de ceux qui pensent qu'on peut augmenter les salaires, mais à condition de prendre sur les cotisations, comme le RN, comme les LR. C'est-à-dire, en réalité, on vole les gens, puisque les cotisations, c'est notre salaire socialisé. Donc M. Darmanin n'est pas sur cette ligne. Mais c'est ce qu'il tente, c'est ce qu'il imagine. Alors, malheureusement pour lui, depuis maintenant plusieurs semaines, à chaque fois qu'on dit que le nouveau Front populaire va se diviser, eh bien, non seulement il reste uni, mais toujours plus fort. Donc je vais le décevoir, c'est pas ce qui va se passer. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs, même si tout le monde le sait, vous êtes président de la Commission des Finances, évidemment. Vous avez dit que si votre gouvernement était formé, donc vous démissionneriez. Donc si demain on n'y est pas,
Emmanuel Macron accepte votre proposition. On n'y est pas encore. Mais bon, là, on est dans quand même une situation aussi assez exceptionnelle avec les Jeux Olympiques, on va lui reconnaître ça. Vous démissionnerez, vous confirmez de votre poste de président de la Commission des Finances ? Bien sûr. J'espère que je gouvernerai dans ce cas-là. D'accord. Quel poste ? À Bercy. C'est Bercy. Personne qui appartient où je suis président de la Commission des Finances. Je pense que je serais peut-être utile à Bercy, mais c'est pas moi qui décide seul du tout. Je dis ça comme ça sur la table. En tout cas, dans tous les cas, la question que vous me posez, c'est on gouvernera. Et dans ces cas, je ne peux plus être président de la Commission des Finances, qui de facto est dans l'opposition. De l'opposition, absolument. Une petite question, Monsieur Coquerel, c'est les Jeux Olympiques, ça vous a pas échappé. Ce soir, il y a un match entre Israël et le Mali à haut risque. Deux députés de votre camp ont considéré que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus. Il y en a même un qui a dit que le drapeau israélien ne devait pas flotter sur la ville de Paris. Vous êtes un homme de dialogue, vous êtes un homme d'apaisement, à la différence de d'aucuns. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, ce que je partage, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas d'un côté dire les athlètes russes représentant leur pays. Parce que même dans les propos de Thomas Porte, il n'a jamais été question des personnes en tant que telles. Les athlètes russes peuvent, dans certaines conditions, participer aux Jeux Olympiques. Ne peuvent pas représenter leur pays, et les athlètes israéliens, si. Vous savez que c'est parce que dans les CIO... Excusez-moi, j'assume, je fais une symétrie. On est aujourd'hui dans une situation, je vous le rappelle, à Gaza, où il y a près de 40 000 morts. Ou direct. Parce que c'est beaucoup plus de manière indirecte à cause des épidémies, de la famine, etc. Bien. On est dans une situation où il y a la Cour de justice nationale qui parle de risque génocidaire. Il y a une enquête qui est en cours. Donc au niveau du droit international, si vous voulez, je ne fais pas de différence qualitative entre ce qui se passe, ce que fait le gouvernement israélien, et le gouvernement russe. On a pris des décisions, peut-être qu'on peut les contester vis-à-vis des sportifs russes, mais ça a été pris. Et je ne vois pas pourquoi ça serait choquant de se dire que les mêmes questions pourraient être posées vis-à-vis des athlètes israéliens. Maintenant, ils sont là. D'accord ? On va pas revenir, on sait très bien qu'ils sont là. Le gouvernement français ne va pas remettre ça en question. Donc moi, ma façon, quelque part, de parler de cette question, ça va plutôt d'être aux cérémonies d'hommage qui vont être faites en faveur des athlètes palestiniens, qui sont également ici, puisqu'ils sont reconnus par le CIO. Et donc, ça sera ma façon à moi de dire qu'il faut que le cessez-le-feu arrive et qu'il faut que le génocide s'arrête. Une dernière question avec vous, Éric Coquerel. Sur une première réaction suite à ces propos il y a quelques secondes sur France Inter, chez nos confrères de Lucie Castet, justement, qui demande à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités et de la nommer Première ministre. Vous dites quoi ? Je dis qu'elle est exactement la bonne personne que nous avons choisie, parce que c'est une femme de volonté, femme qui s'engage en faveur des services publics, contre la réforme des retraites, et qui, j'allais dire, montre que, contrairement à ce que était dit tout à l'heure, elle est bien sur un programme de rupture, et elle entend bien être la première ministre d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Voilà, moi je la félicite. Et Jean-Luc Mélenchon a approuvé ça. Oui, tout le monde, je vais vous dire une chose, réellement, je ne suis pas la langue de bois, tout le monde a approuvé. Il n'y a pas eu une seule, même réserve, une fois que son nom a été proposé, une fois qu'on a effectivement les uns et les autres examiné qui elle était, ce qui est normal. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9.